pour cette table ronde sur l'accès à la santé, la réponse aux épidémies, approche communautaire et santé publique. Nous accueillons avec grand plaisir Amber Crisp, qui est avec nous dans cet amphithéâtre. Donc vous êtes anthropologue et humanitaire avec une expérience qualitative et interventionnelle. Votre travail s'oriente notamment autour de l'identification des déterminants socioculturels des comportements et l'utilisation des techniques participatives et inclusives. Donc une approche finalement qui se situe bien dans ce qu'on vient d'évoquer. Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez auprès d'ONG sur des projets communautaires sur plusieurs continents, dont l'océan Indien ici, dans le domaine de la santé, de la protection environnementale et des risques naturels. Vous êtes rejointe à distance, je pense en direct de Bretagne, par Alessia Lefébure. Bonjour Alessia, vous nous entendez ? Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai une très mauvaise connexion ce matin. C'est parfait de notre côté. C'est parfait pour le moment, parfait. Donc Alessia, vous êtes directrice des recherches, des études à l'EHESP. Vous êtes aussi sociologue des organisations. Vous avez beaucoup voyagé avec des travaux aussi sur plusieurs continents, des directions de laboratoires aussi, beaucoup d'implications dans la formation dans le secteur universitaire, une bonne connaissance de plusieurs continents, dont l'Afrique, le Moyen-Orient, Pacifique, et puis beaucoup d'implications sur ces enjeux de santé qui sont finalement le sujet de votre belle institution de l'École des hautes études en santé publique. Donc voilà, je vous laisse la parole pour donc modérer cette table ronde numéro 4. Bonjour à tous et merci d'être présents et merci aussi aux intervenants qui se sont déjà connectés. On va avoir pour cette table ronde 3 intervenants basés à Madagascar et un aux Comores, qu'on vous présentera très bientôt. Donc, sur cette table ronde, on va parler de la provision des soins de santé. Et on voit dans l'océan Indien qu'il y a une complémentarité entre une approche de santé publique et dans plusieurs pays une approche de santé communautaire. Et qui se complètent pour essayer d'atteindre les objectifs. Et aussi en cas de crise, avec le Covid actuellement. Qu'est-ce qu'on appelle une approche communautaire ? Donc, je voulais commencer par ça. Au sens large du terme, je préfère parler d'une approche au niveau d'une localité, parce que qu'est-ce qu'on peut appeler une communauté ? C'est parfois on pense à une entité qui existe d'elle-même, mais souvent la communauté est composée d'éléments très divers, de gens qui s'accordent ou se désaccordent. Donc c'est important de tenir en compte cette diversité au niveau de la communauté même. Donc on peut peut-être parler plus d'une approche participative et ancrée au niveau local. Et l'idée, donc, bien sûr, c'est d'essayer d'accroître l'accès aux soins. Pour une population qui est éloignée géographiquement, financièrement, mais aussi parfois culturellement, de par des pratiques ou des habitudes et des connaissances locales, éloignées de ceux qui fournissent les soins au niveau des centres de santé ou des hôpitaux. Et donc cette approche communautaire essaye d'aller au-delà de ces barrières. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Donc c'est ce que nos intervenants vont nous montrer, qu'il existe peut-être aussi des défis. Est-ce que les barrières financières, géographiques et peut-être entre guillemets culturelles sont dépassées ? Quels sont les défis pour les dépasser ? Quelle est la place de l'agent communautaire ? Souvent à Madagascar, on s'appuie sur des agents communautaires. Et quels sont les nouveaux défis liés à cette approche ? Donc les trois intervenants vont nous parler de l'approche communautaire et ce sera contrasté avec l'intervention sur essayer de maintenir une continuité des soins au niveau plus santé publique et cette fois-ci en milieu carcéral.
donc la dernière intervention par Chiara Materne. Donc, dans toutes les interventions, on va essayer de voir aussi comment la pandémie affecte. Est-ce que l'approche communautaire peut être une réponse à la pandémie? Et comment est-ce que la pandémie affecte l'approche communautaire et aussi les approches de santé publique? Donc, les témoignages terrain vont nous illustrer donc les conséquences ainsi que les défis de ces différentes approches. Et l'idée, c'est non pas de discréditer une approche ou l'autre, mais bien de permettre de renforcer chaque type d'intervention. Donc, sans plus tarder, Marie-Lise, est-ce que Alessia, tu veux présenter Marie-Lise ou je la présente? Je peux la présenter. Très bien, je passe la parole à Alessia. Juste, si vous m'entendez bien. Merci Amber pour cette introduction qui déjà dit tout. J'ai pas grand-chose à ajouter. En revanche, donc Amber et moi, on a fait le choix de vous proposer les 4 interventions tout aussi riches dans cet ordre-là. C'est-à-dire que nous avons d'abord des réflexions, disons, un peu plus larges sur la pertinence de l'approche communautaire, ce qu'elle apporte de façon quand même très concrète, très empirique, et les freins, les obstacles sur lesquels chacun de vous peut réfléchir sur comment les lever. Et puis dans la deuxième partie de la table ronde, 2 interventions effectivement, comme Amber l'a dit, avec des cas plus spécifiques. Et donc celle qui a le plaisir d'ouvrir, c'est Marie-Lise Victoire Razakamanana, qui est donc docteur en économie de la santé, et donc chercheur à l'Université catholique de Madagascar et au Centre de recherche pour le développement. Et donc le travail de Marie-Lise a consisté à une étude, c'était son étude de postdoctorale, d'ailleurs financée par la Fondation de la Croix-Rouge française pour la recherche, qui a porté sur la place du recours aux soins de santé communautaire à Madagascar, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je laisse Marie-Lise présenter son étude et après je présenterai peut-être, je ne sais pas si Amber, tu souhaites que je présente Jean-Claude Rakotomalala dans la foulée ou pas? Peut-être. Oui, tu peux présenter dans la foulée. En fait, ce qu'on fera, c'est qu'on fera 2 interventions, puis des questions-réponses, puis les 2 autres interventions et des questions-réponses. Voilà, donc en fait, après Marie-Lise Victoire, il y aura Jean-Claude Rakotomalala qui va illustrer d'une autre façon en fait cette question de la santé communautaire à Madagascar. Il est médecin de formation avec une forte expertise en santé publique, en santé communautaire, et il est directeur de l'ONG ASOS et président de la plateforme de la société civile pour la santé Comares. Et lui, en fait, il va présenter comment l'approche communautaire a été mise en place au cours particulier, enfin de cette crise sanitaire particulière de Covid. Voilà. Donc les deux interventions vont nous passionner. Sans plus tarder, je pense que je proposerai à Marie-Lise de commencer. Merci. Oui. Merci beaucoup Amber et Alessia pour cette présentation. Bonjour à tous. Et c'est un... Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette conférence internationale sur la transition humanitaire dans l'océan Indien. Pour ma part, comme Amber et Alessia ont dit tout à l'heure, je m'intéresserai surtout aux soins communautaires à Madagascar. Donc, avant tout, je vais d'abord expliquer pourquoi a-t-on mis en place la prise en charge communautaire à Madagascar. Comme nous le savons tous, Madagascar est un pays à très faible revenu et l'île est classée 164e sur 189 pays en termes d'indice de développement humain en 2019. Et durant cette même année, 75% de la population dispose de moins de $1,90 par jour selon la Banque mondiale.
Donc, cela traduit du problème d'accessibilité financière de la population par rapport à la santé déjà. Ensuite, sur le plan sanitaire, plus de 60% de la population habite à plus de 5 km d'un centre de santé le plus proche. Et à part cela, il y a également un problème d'insuffisance de personnel médical. En effet, le pays ne dispose que de 2,8 médecins pour 100 000 habitants en zone rurale et 8,6 médecins pour 100 000 habitants en zone urbaine. Et sachant que ce ratio est d'environ de 200 pour 100 000 habitants dans les pays développés et 20 pour 100 000 habitants en Afrique subsaharienne. Donc, toutes ces situations-là expliquent alors le problème d'accessibilité aux soins de la population. Et face à tous ces problèmes-là, donc, et suivant la recommandation de l'OMS, le programme de prise en charge communautaire a été mis en place en 2011. Mais en quoi consiste exactement ce programme de prise en charge communautaire à Madagascar? En fait, comme Amber a dit tout à l'heure, ce programme se traduit notamment par la mise en place des agents communautaires que l'on appelle AC. Et dans le cadre de ce programme-là, une formation des agents communautaires est prévue. Par ailleurs, il s'agit également d'assurer leur supervision et de leur fournir les outils et intrants nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Et en général, la formation, les outils et l'équipement ainsi que la supervision de tous ces AC-là sont assurés par les partenaires techniques et financiers, par exemple l'UCED, l'UNICEF ou encore l'OMS. Mais la question que nous nous posons souvent, c'est que qui sont effectivement ces AC ou agents communautaires et comment ils ont été choisis? Il faut noter que ces agents communautaires-là à Madagascar sont des bénévoles et qui ont été désignés par la communauté ou bien par la population. Et ce sont des bénévoles approuvés par les chefs des centres de santé publics et les autorités administratives locales. Donc, en tant que bénévoles, ils ne reçoivent aucune rémunération, mais c'est la population qui les consulte des fois, qui leur offre soit des frais de consultation ou bien quelques dons en nature. Mais notons que cette situation ne survient que très rarement. Donc, au final, les agents communautaires ne reçoivent que quelques indemnités quand il y a des campagnes. Or, les campagnes sont ponctuelles, ça n'existe pas tout au long de l'année. Et en quoi donc consiste leur rôle? Les rôles des agents communautaires consistent d'abord à prendre en charge les cas simples de maladie et à référer les cas graves au niveau des centres de santé publics. Et ils ont également pour rôle de mener des séances de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour favoriser le recours aux soins et le recours à la vaccination. Les agents communautaires effectuent également des visites à domicile ainsi que le suivi des enfants malades. Et ils font un rapport auprès du centre de santé publique de rattachement après. Et ils se chargent également de la supplémentation en vitamine A et en vermifuge des enfants et des femmes enceintes. Ensuite, dans le cadre, étant donné que nous savons que le problème actuel, c'est le Covid-19, la survenue de la pandémie, donc dans le cadre du Covid-19, le rôle des AC consiste normalement en la sensibilisation pour le respect des barrières sanitaires et aussi à l'appui à la surveillance communautaire ainsi que la communication auprès de la brigade d'intervention spéciale des cas suspects de Covid-19 pour le référencement. Donc, face à tout cela, la présence des agents communautaires présente des avantages pour la population. D'abord, du fait de l'existence des soins de proximité. Ensuite, les agents communautaires appuient également le ministère de la Santé malgache grâce aux sensibilisations effectuées pour le recours aux soins ou bien pour la vaccination, par exemple.
Et leur présence favorise également la prise en charge immédiate des cas simples et cela permet d'éviter l'aggravation des cas dans ce cadre-là. Par ailleurs, la prise en charge communautaire, comme je l'ai dit auparavant, est appuyée par de nombreux partenaires techniques et financiers, comme l'OMS ou l'UNICEF par exemple. Donc, les services fournis par ces agents communautaires-là sont largement moins chers. D'abord, la population n'a pas besoin de payer des frais de consultation et les frais des médicaments, le prix des médicaments est largement moindre par rapport au prix des médicaments dans les pharmacies ou bien dans les centres de santé publics ou bien dans les centres de santé privés, par exemple. Ensuite, comme les agents communautaires résident dans le village même où se trouve la population, parce qu'il s'agit de soins de proximité, alors les ménages n'ont pas à payer de frais de déplacement pour se faire soigner. Donc, or, malgré tous ces avantages-là que devraient procurer les soins communautaires, nous avons remarqué que le taux de consultation ici à Madagascar est encore très faible. Environ 37,7% des ménages seulement qui ont été malades ont consulté des prestataires de soins, des personnels de santé, dont les agents communautaires. Et en effet, la population préfère toujours, ici à Madagascar, recourir à l'automédication. Les résultats de ces études que je vais présenter, en fait, c'est le fruit des études postdoctorales financées par la Fondation Croix-Rouge française et que je remercie infiniment pour cette opportunité de bourse. Dans le cadre de cette étude postdoctorale, nous avons cherché les causes de cette faiblesse du recours aux soins communautaires. Pourquoi très peu de ménages recourent aux agents communautaires alors que, comme on a vu tout à l'heure, les soins communautaires présentent de nombreux avantages. Dans le cadre de cette étude-là, nous avons mené des enquêtes aussi bien auprès des ménages qu'auprès des agents communautaires. Et nous avons comparé les coûts des différents types de recours aux soins ainsi que la satisfaction des ménages par rapport aux services offerts. Donc, pour l'analyse des coûts, notons que nous avons considéré en même temps les coûts médicaux, c'est-à-dire la consultation et le prix des médicaments, ainsi que les coûts non médicaux, par exemple les frais de transport ou encore les aliments spécifiques. Et pour ce qui est du niveau de satisfaction des ménages, nous avons considéré la durée de la consultation, la relation soignant-soigné, la compétence du soignant et la disponibilité des médicaments aussi. Ainsi, nous avons trouvé que pour se faire soigner, les ménages choisissent entre centres de santé publics, centres de santé de base publique, ce sont les CSP sur le slide ici, ce sont des centres de santé publics, soit ils recourent aux agents communautaires, aux guérisseurs traditionnels ou bien auprès des centres de santé privés. Et bien sûr, il y a l'automédication s'ils ne font pas de recours auprès des prestataires de soins. Et il a été remarqué que ce sont les centres de santé publics qui sont les plus fréquentés à Madagascar. Mais il faut noter que les services fournis par les CSP publics sont moins satisfaisants. Donc, les ménages n'étaient pas trop satisfaits des services fournis par les CSP publics. Ce sont surtout les centres de santé privés qui les satisfont le plus et que les ménages jugent les plus efficaces. Mais le problème, c'est que au niveau des centres de santé privés, les coûts des services qui sont offerts sont bien plus onéreux qu'ailleurs. Après les centres de santé privés, ce sont les AC qui offrent des services les plus satisfaisants selon les ménages. En effet, les ménages ont trouvé que chez les agents communautaires, les AC donc, la relation soignant-soigné est la plus satisfaisante et très satisfaisante. La durée d'attente pour une consultation est la plus courte et les coûts sont les plus abordables après l'automédication. Or,
il a été constaté que malgré toute cette satisfaction-là, très peu de ménages consultent les agents communautaires, c'est-à-dire les AC. Et quels sont donc les problèmes? Pourquoi très peu de ménages recourent aux AC? En effet, le problème, c'est surtout que, sachant que souvent les agents communautaires ne disposent pas de matériel et de médicaments, les ménages préfèrent aller tout de suite ailleurs pour se faire soigner. Donc, ce sont les résultats que nous avons trouvés lors des entretiens auprès des agents communautaires, que le grand problème, c'est surtout cette rupture de matériel et de médicaments-là. Par ailleurs, il y a aussi d'autres problèmes liés aux soins communautaires, comme l'insuffisance de formation des agents communautaires, ce qui provoque le risque de résistance aux médicaments. En outre, du fait de l'insuffisance des indemnités et notamment des frais de déplacement, parce que les agents communautaires ne reçoivent pas de frais de déplacement pour les visites à domicile ou bien pour aller chercher des médicaments ou pour aller auprès des centres de santé publics pour faire les rapports. Donc, du fait de cette insuffisance d'indemnités et de frais de déplacement-là, les agents communautaires sont également moins motivés aussi pour aller acheter des médicaments en ville ou dans les chefs-lieux de communes, ce qui cause également la rupture de matériel et de médicaments. Donc, selon les agents communautaires enquêtés, ces situations-là expliquent le faible recours aux soins communautaires ainsi que l'insuffisance de leur motivation. Donc, ce sont les obstacles, les défis que l'on devrait lutter et régler. Donc, face à ces défis-là, il a été proposé de réviser le montant des indemnités accordées aux agents communautaires. Et aussi, parmi les problèmes, il y a eu le retard des paiements de ces indemnités-là, parce que le paiement se fait souvent après la réalisation des activités. Ensuite, il faut assurer la dotation en matériel et médicaments au niveau des sites communautaires, c'est-à-dire que ravitailler en matériel et médicaments les agents communautaires là pour qu'ils puissent prendre en charge les personnes qui sont malades et renforcer la compétence des agents communautaires en matière de formation. Et il faut aussi, étant donné la situation actuelle, il faut assurer la formation sur les symptômes des maladies courantes. Et actuellement, les symptômes liés au COVID-19 dans ce cadre-là, ainsi que les signes de gravité des différentes maladies pour que les agents communautaires puissent connaître quand ils doivent référer une personne malade auprès d'un centre de santé. Enfin, parmi le problème ici à Madagascar, notons que lors de la conférence d'Abuja en 2001, il a été convenu par les différents États membres et l'État signataire que 15% du budget de l'État devrait être alloué à la santé. Or, la part du budget alloué à la santé ici à Madagascar est encore largement inférieure à ces 15% et plus précisément, cette part du budget est égale à 7,5% uniquement. Et pourtant, pour assurer la productivité de la population, la santé devrait être une priorité. Par conséquent, il est nécessaire d'augmenter le financement alloué à la santé à Madagascar et garantir une allocation optimale des fonds. En effet, dans le cadre de la prise en charge communautaire, par exemple, si les intrants sont disponibles, s'il y a des formations et que si le suivi et évaluation des agents communautaires sont effectués, la compétence de ces agents communautaires-là s'améliorera et la population aura d'autant plus confiance aux agents communautaires et en cas de problème, ils consulteront tout de suite les agents communautaires plutôt que de faire de l'automédication, par exemple. Et grâce à cette prise en charge communautaire, Madagascar pourra en partie réaliser la CSU ou la couverture sanitaire universelle.
Bien, il faut préciser que les enquêtes que nous avons effectuées dans le cadre de cette étude postdoctorale ont été effectuées juste avant la pandémie. En effet, ces enquêtes ont été effectuées en 2019 et il a été remarqué que même dans la réalisation de leurs activités de routine, donc, les agents communautaires font face à de nombreuses difficultés. Donc, surtout la rupture de médicaments et d'intrants. Ainsi, en proposant aux agents communautaires d'autres activités, comme par exemple la lutte contre le Covid-19, il faut qu'ils aient les moyens nécessaires et pour gérer leurs activités quotidiennes, mais aussi pour gérer cette nouvelle activité-là, comme la lutte contre le Covid-19, par exemple. Bon, c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à toutes questions. Merci infiniment, Marie-Lise. Je crois qu'on n'entend pas les applaudissements de ceux et celles qui sont à distance, mais c'était très très intéressant. Et en fait, Marie-Lise elle-même a fait la transition en rappelant que cette enquête a été menée avant la crise. Et effectivement, je propose de garder les questions pour la fin de la deuxième présentation. Il commence à y en avoir quelques-unes, et de passer la parole au docteur Jean-Claude Rakotomalala, puisque lui, il va nous parler précisément de la participation et de l'engagement communautaire dans la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. C'est le même terrain, et ça va être un complément, je pense, très éclairant, très utile. Jean-Claude, je vous laisse la parole. Si merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Alessia. Et encore une fois, bonjour à tout le monde. Est-ce que on peut partager la présentation, s'il vous plaît? Ou c'est moi qui partage? Elle est là. Non, ce n'est pas la bonne. Ah. Non, c'est Comore, ça. Je m'excuse. Sinon, si vous l'avez sous la main, vous pouvez la projeter, on vous donne l'autorisation de... C'est bon. C'est bon, on l'a trouvé. Ah, super. Okay. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai l'honneur donc de vous présenter l'engagement communautaire dans la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Durant l'avènement du Covid-19 à Madagascar, donc, il y avait eu un consortium donc, qui avait mis en œuvre des activités de soutien au pays. Et cet consortium est composé de Action contre la faim, ACF, donc, CARE à Madagascar, Médecins du Monde et l'ONG ASSOS. Et l'ONG ASSOS, c'est l'ONG qui s'occupe donc de la mobilisation et de la communication lors de cette intervention de riposte contre le Covid-19 dans le pays. Et cela, donc, c'est avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comme plan de présentation, donc, je vais vous parler du contexte général, objectif de l'intervention, les zones d'intervention, réalisation, les points forts, contraintes majeures et solutions adoptées et défis à relever. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, comme contexte, donc, vous le savez déjà, Madagascar compte actuellement donc dans les 27 millions d'habitants. Le premier cas de Covid-19 donc a été déclaré dans le pays en fin mars 2020. Du fin mars 2020 au 6 juin 2021, on avait recensé 41 742 cas de Covid-19 dans le pays. Dont 164 ont été des cas importés. Au 6 juin 2021, il y avait 41 112 qui ont été guéris et il y avait 866 décès.
ce sont les chiffres officiels, mais comme vous savez, il y a toujours des gens qui ne viennent pas au centre de santé ou qui ne viennent pas à l'hôpital et qui décèdent à domicile ou font des traitements à domicile. Donc, ce sont seulement les chiffres officiels à partir des tests qui ont été effectués, dont le nombre total est de 206 212 tests, donc du fin mars 2020 au 6 juin 2021. Suivant. L'objectif de l'intervention, donc, c'est de contribuer à baisser la chaîne de propagation du coronavirus. Et comme objectif spécifique, donc, c'est de promouvoir les mesures de prévention, de protection contre l'infection COVID-19 au niveau individuel et collectif. Et veiller également au bon fonctionnement du système de surveillance communautaire et à la détection précoce des cas et mobiliser, augmenter l'engagement de la communauté dans la lutte contre cette maladie. Suivant, s'il vous plaît. Comme zone d'intervention, donc, on a été intervenu sur 8 régions, ou plus exactement, donc, 8 villes de pays, avec 54 formations sanitaires et 88 fuktan ou quartiers. Voilà, suivant. Donc, on va entamer immédiatement la réalisation. Donc, comme on avait constaté donc tout au début de l'intervention que faire la sensibilisation ne suffit pas et que il faut faire d'autres actions pour que la communauté donc s'investisse et participe volontairement à la lutte contre le coronavirus. C'est pour ça que nous avons adopté ce qu'on appelle l'approche 3A, qui avait permis donc avec la communauté ensemble, donc avec la communauté ou des représentants de chaque quartier, de faire une appréciation de la situation par rapport à la COVID-19 dans leur quartier. C'est-à-dire où on regarde ensemble avec la communauté le respect des gestes barrières dans les quartiers, le contexte et dans leur quartier. Et c'est à partir de cette appréciation qu'on a fait ensemble avec ces représentants des communautés l'analyse de pourquoi la situation, pourquoi il y a encore des gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Et à partir de cette analyse, donc, les représentants des communautés proposent des solutions qui par la suite va être transformées en planification, en plan d'action communautaire. Et ce qui avait permis donc aux communautés de faire des actions par la suite à leur convenience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement extérieur, mais c'est vraiment l'engagement communautaire donc et la participation communautaire dans la lutte. Et donc cette réalisation de plans communautaires, plans d'action communautaire proprement au niveau de tous les quartiers d'intervention, donc avait vraiment permis de contribuer efficacement à la réduction de cas de COVID-19 dans notre pays, ou plus exactement dans les villes où nous intervenons. Suivant. En plus de cet engagement communautaire, donc, nous avons mis en place aussi la surveillance, appuyé la mise en place de la surveillance communautaire. Et là, donc, on avait vraiment donc compté sur la capacité des acteurs communautaires sur terrain comme les agents communautaires, les chefs fuktan, et on avait renforcé leur capacité. Et c'est à partir de cet renforcement de capacité donc que les agents communautaires par la suite, avec l'appui des chefs de quartier, donc essaient d'identifier les cas suspects dans leurs secteurs respectifs, et ils ont été appuyés dans ce sens, par exemple en allouant des crédits de communication, en leur donnant des frais de déplacement pour leur permettre de faire le rapportage au niveau des CSP de rattachement de ces agents communautaires.
Et ça, c'est hebdomadairement donc que les agents communautaires font cette activité. Suivant. À part cela, donc, il y a d'autres activités de sensibilisation comme la communication de masse avec les animations mobiles sur voitures sonorisées, les théâtres de marionnettes auprès des écoles, l'intervention auprès des médias à travers des émissions télévisées radiophoniques. Mais pour la communauté, donc, c'est la sensibilisation par communication de proximité à travers les agents communautaires, à travers des crieurs communautaires. Et là, donc, c'est en plus des engagements qui ont été faits par la communauté dans leur plan d'action. Voilà, suivant, s'il vous plaît. Comme point fort, donc, de l'intervention, il y a vraiment une collaboration étroite avec le ministère de la Santé publique à travers ses démembrements. Il y a, par exemple, l'organisation de revues mensuelles avec les agents communautaires qui constitue à la fois permet de faire un suivi des activités des agents communautaires, mais également un élément de motivation des agents communautaires parce qu'ils perçoivent de motivation donc lors de ces revues mensuelles. Il y a aussi cette forte implication de la communauté à travers les structures existantes telles que les agents communautaires, les présidents de quartier, les leaders communautaires, les leaders religieux. Et il y a donc cette appropriation de la communauté dans la lutte contre le Covid-19 qui avait vraiment permis d'améliorer la situation dans le pays. Je prends par exemple, à titre d'exemple, pour cette appropriation communautaire, dans plusieurs quartiers, donc, comme plan d'action, ils ont planifié pour le nettoyage de la quartier, la sensibilisation auprès des gargotes, des restaurants, mais il y a aussi certaines qui se démarquent. Par exemple, il y a des gens plus aisés au sein des quartiers qui ont décidé de fabriquer des masques et de les distribuer aux populations, disons, pauvres dans leur quartier. Et il y a certaines églises qui ont fabriqué des dispositifs de lavage des mains et qui ont été mis en place au niveau disons, des gargotes ou des marchés dans leur quartier. Donc, ce sont des exemples de cette participation et engagement communautaire dans la lutte. Suivant, s'il vous plaît. Les contraintes, donc, comme vous savez, dans notre pays, là, ce problème socio-économique qui a été plus ou moins aggravé par le Covid, d'où vraiment l'existence de la maladie et négligence de respect des gestes barrières. Parce que il y a des gens, donc, malgré la mise en place du confinement partiel, etc., il y a toujours des gens qui cherchent à nourrir la famille au jour le jour. Et pour eux, donc, c'est très difficile et ça peut engendrer un peu plus de problèmes au niveau des ménages. Et par ricochet, donc, ça engendre le non-respect des gestes barrières. Il y a aussi les rumeurs qui faisaient penser la diminution de la virulence du virus face à la chaleur ou également d'autres rumeurs qui circulent comme pour la vaccination, etc. Et tout ça avait, à un certain moment, donc, entraîné un relâchement des gestes barrières et avait rendu difficile la sensibilisation. La non-disponibilité d'eau potable au niveau de la communauté et savon, ça aussi a été ressenti et c'est vraiment un grand problème, d'autant plus que dans le respect des gestes barrières, il y a plus de l'utilisation des masques, il y a le lavage des mains avec du savon. L'autre point aussi qui a été constaté, c'est durant le moment fort de la pandémie, c'est la discrimination par les voisins, familles, des gens qui ont été testés, dépistés positifs et qui est reconnu par la communauté. Donc ça, c'est vraiment un autre problème qui s'est survenu. L'insuffisance de motivation des âgés qui a été déjà évoquée par Marie-Lise tout à l'heure.
Mais ça, c'est encore vraiment un grand sujet à réflexion dans notre pays. Suivant, s'il vous plaît. Donc, comme défi à relever, donc, comme on avait constaté que cet engagement communautaire à travers les plans d'action communautaire trimestriels était vraiment très bénéfique contre la lutte contre la pandémie et également la fonctionnalité des cellules d'éveil. Donc, vraiment, on est en train de réfléchir sur la pérennisation de ces acquis et le transfert de compétences, donc, pour que ça peut être réalisé au niveau des autres zones, des autres régions de Madagascar. Il y a aussi la difficulté pour le changement social et comportemental, parce qu'à un certain moment, on avait constaté que les gestes barrières n'est pas encore acquis comme habitude, comme comportement sain par la communauté, mais il y en a encore beaucoup qui le font par peur des forces de l'ordre, mais pas de la maladie. L'autre point, c'est le renforcement des activités de supervision sur terrain, le rapportage et collecte des niveaux, des données au niveau communautaire et document des acquis, des bonnes pratiques, expériences sur les leçons apprises. L'autre point et puis aussi, c'est que la coordination entre la communication institutionnelle et la communication sur terrain. Parce que à un certain moment, et plusieurs fois au cours de cette pandémie, donc à cause d'une communication institutionnelle, on avait du mal à remédier ou à renverser la situation par la suite. Ça avait rendu très difficile la communication au niveau terrain. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup et de votre aimable attention. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la clarté du propos et puis à l'un et à l'autre pour avoir réussi à partager autant d'informations en si peu de temps avec les contraintes. Amber, est-ce qu'on souhaite commencer? Il y a beaucoup de questions sur le fil. Est-ce qu'on souhaite commencer par les questions de la salle ou les questions qui ont été proposées à distance? S'il y a des questions à distance, on va respecter à distance en premier et on verra s'il y en a dans la salle. Merci, Alessia. C'est parfait. Alors, je vais essayer, comme il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les mettre ensemble, puisque vous ne serez pas étonnés, ces questions portent beaucoup sur les agents communautaires. Je crois que les participants aimeraient profiter de votre connaissance si forte et si importante du terrain. Et donc, il y a toute une famille de questions qui portent autour de ces agents communautaires, à savoir sur la base de quels critères ils sont choisis, est-ce qu'ils sont formés, et puis comment on pourrait finalement trouver, vous avez parlé l'un et l'autre des difficultés à les motiver dans le contexte socio-économique du pays, comme quels incitatifs pourrait-on mettre en place, ou encore comment se fait l'harmonisation de leurs pratiques compte tenu aussi de l'étendue du territoire entre agents communautaires de différentes ONG, ceux du ministère de la Santé, etc. Donc c'est peut-être les deux pourraient répondre au fond à cette grande famille de questions. Merci. Oui, merci. Je peux répondre? Oui, Marie-Lise commence et puis Jean-Claude pourra compléter s'il le souhaite. Merci beaucoup pour toutes ces questions et pour l'intérêt que vous avez accordé pour nos études. Bon, concernant les agents communautaires, je commence d'abord par la réponse « Quels critères ?»
En fait, il faut noter d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les agents communautaires sont des bénévoles, donc des volontaires qui ont été choisis par la communauté et leur présence là sont approuvées par les centres de santé publique ainsi que par les autorités administratives locales. Mais le profil d'un agent communautaire là est déjà indiqué dans le guide de mise en œuvre de la prise en charge communautaire à Madagascar. Par exemple, il est mentionné dans le document, dans le document de la prise en charge communautaire à Madagascar, que pour pouvoir maîtriser le matériel de formation et les outils de gestion du site, comme le Caneva pour les rapports, par exemple, il faut que les agents communautaires aient un certain niveau intellectuel. Donc, normalement, au moins, un agent communautaire doit être un élève ayant fait la classe de 5e. Donc, c'est dans le guide. Et aussi, un agent communautaire, selon le profil déterminé dans ce guide-là, il doit être âgé entre 25 et 45 ans. Et aussi, il est disponible, intègre, motivé et surtout en bonne santé pour pouvoir s'occuper de la population. Et dans ce cadre-là, il rédige une sorte de lettre d'engagement. Mais il faut noter que lors des différentes sur-terrain, nous avons remarqué que les agents communautaires ne remplissent pas tous ces critères-là. Par exemple, il y a des agents communautaires qui n'ont même pas de niveau primaire, mais en fait, ce sont des volontaires et c'était lui qui était prêt. Il s'est donné volontaire pour la santé de la population. Or, il n'avait pas le niveau d'éducation requise selon le guide. Et aussi, il y a des agents communautaires qui sont beaucoup plus vieux que l'âge prévu dans le guide. Il y a des agents qui sont âgés de plus de 60 ans parce que la population a confiance à ces personnes-là et aussi ils étaient volontaires pour prendre soin de la population, comme ils l'ont dit lors de nos différentes enquêtes sur terrain. C'est un prestige pour certains d'être un agent communautaire parce que la population les appelle même des petits docteurs, alors qu'ils n'ont pas fait de larges études et ils sont considérés comme des petits docteurs par la population, d'où ce volontariat. Et concernant la formation, au tout début, et oui, il y a des formations lors de l'implémentation du programme, par exemple, ils ont reçu une formation. Et normalement, cette formation-là devrait être régulière, mais malheureusement, du fait de l'insuffisance des fonds, et les formations sont assez rares. Il y a par exemple des nouveaux agents communautaires suite au décès, supposons le décès d'un autre, et malheureusement ces agents communautaires-là n'ont pas forcément reçu la formation requise étant donné l'insuffisance de fonds, soit du ministère, soit du fait de l'insuffisance, du fait qu'il n'y a pas de projet prévu par les PTF prévoyant ces formations-là. Et en quoi consistent ces formations essentiellement? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être une formation sur les signes de gravité. Il y a également un document de formation de ces agents communautaires-là au niveau du ministère. Ça peut être, par exemple, une formation sur les signes de gravité de certaines maladies, sur la prise en charge du paludisme, pneumonie et de la diarrhée, etc. Je ne sais pas si Monsieur Rakuto Malala peut Jean-Claude, tout compléter court. ça. Ok, merci Marie-Lise et merci à vos questions. Tout d'abord, donc, je tiens à dire que dans le système santé de Madagascar, le système de santé communautaire prévoit donc déjà ces agents communautaires. Et dans le système de santé à Madagascar, donc, il y a déjà ce qu'on appelle la politique nationale en santé communautaire qui a été élaborée. Et c'est dans cette politique nationale en santé communautaire qui régit donc tout ce qui concerne ces agents communautaires, le mode de sélection, l'encadrement, la supervision et le suivi de ces agents communautaires.
Mais le grand défi dans ce sens dans le pays, c'est que il n'y a pas encore cette institutionnalisation. Donc, cet système communautaire n'est pas vraiment encore institutionnalisé. Pourquoi les agents communautaires restent toujours bénévoles malgré les recommandations donc de l'atelier en Afrique du Sud donc en 2017, comme quoi chaque pays devrait aller dans le sens de l'institutionnalisation du système communautaire pour rendre encore beaucoup plus efficace donc le système de santé de chaque pays. Et dans ce sens, donc, normalement, dans le pays, donc, le ministère de la Santé reconnaisse 2 agents communautaires par quartier. Mais dans les politiques actuelles donc, qui a été élaborée, le nombre d'agents communautaires peut aller encore beaucoup plus selon l'étendue des Fouctan ou l'étendue des quartiers. C'est pour ça qu'il y en aura plusieurs autres agents communautaires. Mais le problème, c'est que quand il y a un projet qui arrive, par exemple, je prends l'exemple de financement de l'USAID, par exemple, il ne considère que 2 agents communautaires par Fouctan pour être formés en PCMEC, en prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire. Et ça, donc, c'est pour ça que il y a une remarque qui a été émise en chat par Andrienne, par exemple, la surcharge de travail des agents communautaires, parce que ils ne sont que 2 dans les Fouctan qui ont été formés, et ce sont ces 2-là qui s'occupent un peu de tout dans les Fouctan. Donc, ça, c'est vraiment encore un grand défi aussi pour le pays. Mais en général, donc, c'est dû au manque de financement que les intervenants, les bailleurs ou les projets ne considèrent que 2 assez par Fouctan pour alléger un peu donc par ce manque de financement des projets. Merci. Donc, voilà ce que je peux rajouter. Oui, merci. Merci beaucoup à l'un à l'autre pour ces premières réponses. Je voudrais proposer, alors il y a une question très intéressante, importante dans le chat posée par la secrétaire générale de la Croix-Rouge malgache, Andoniana. Je crois que peut-être qu'elle pourrait la poser elle-même rapidement, brièvement. Et je crois qu'elle est dans la salle. Amber, tu me corriges si j'ai mal compris. Non, elle est pas dans la salle, elle est à distance en fait. Donc, mais est-ce qu'on peut lui passer la parole, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez poser la question directement? On va la connecter pour qu'elle puisse la poser. Parfait, merci. Alors, je te laisse officier. Merci. Donc, il faut qu'elle allume son micro, Andoniane. Madame la secrétaire générale, si vous voulez allumer votre micro pour pouvoir participer. La question était à propos de multitude de rôles que les agents communautaires ont au niveau des communautés. Souvent, il y a jusqu'à une dizaine d'ONG différentes qui travaillent avec les mêmes agents communautaires et donc ils ont plusieurs casquettes et littéralement des casquettes parce que souvent ça fait partie des motivations qu'on leur donne et donc c'est vraiment une question que donc Jean-Claude aussi a soulevé que ces agents communautaires on pense qu'ils sont donc ancrés au niveau de la communauté, donc ils peuvent représenter la communauté dans toute situation. Alors que parfois, oui, ils ont été reconnus par la communauté et parfois ils sont moins bien acceptés, comme nous l'a expliqué Marie-Lise. Certaines personnes ne reconnaissent pas donc ces personnes comme représentants. Et Jean-Claude a souligné l'importance aussi d'utiliser les autres représentants au niveau de la communauté, les leaders communautaires, et pas seulement les agents communautaires. Donc il y a une main levée depuis longtemps de
Liana Rajonari. Pardon, pour lire le nom très mal. Donc, si vous voulez poser votre question, on vous passe la parole. Donc, permettre de parler pour... Ah, super. Donc, Daniel nous rejoint. Il est un des intervenants de cette table ronde. Il avait une très mauvaise connexion. Donc, c'est maintenant qu'il arrive. Il est secrétaire général de la Croix-Rouge comorienne et va participer à la deuxième partie avec Chiara Materne. Et, donc, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on n'a plus la personne en ligne. Donc, on va continuer avec la deuxième partie de cette présentation. Vraiment, merci beaucoup à Marie-Lise et à Jean-Claude pour vos présentations respectives sur l'intervention communautaire en général et dans le contexte de la COVID-19 à Madagascar. Et donc maintenant, on va passer justement à Daniel Ali Soumaili qui va nous présenter l'implication de l'action communautaire dans l'atteinte des objectifs en matière de vaccination aux Comores. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, Daniel. Ok, merci beaucoup. Ok, je commence. On entend bien, merci. Bonjour, c'est Daniel. C'est Daniel Ali Soumaili, secrétaire général du Croissant-Rouge comorien. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'engagement communautaire dans le cadre de la vaccination aux Comores. Donc, d'abord, je vais commencer par vous présenter les Comores. Vous avez vu, donc, on a une superficie de 2236 km². Donc, les Comores, actuellement, vous savez qu'il y a ces 4 îles, mais actuellement, on a 3 îles. Moélie, Ngazidja et Anjouan. Donc, la population totale est 891 369 habitants avec 49,6% la population féminine et la population masculine, c'est 50,4%, c'est-à-dire 448 963. Donc, la population est très jeune, avec 57,4% pour les moins de 20 ans et l'espérance de vie est à 65,5 ans. Diapo, ok. Donc, je vais commencer par vous parler du Croissant-Rouge comorien. En bref, donc, c'est une société nationale qui est reconnue par le gouvernement en 1985 et reconnue par le mouvement Croix-Rouge, c'est-à-dire la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et aussi, le Comité international de la Croix-Rouge l'ont reconnu en 2005. Donc, l'organisation, c'est un comité national avec au niveau des 3 îles, un comité régional au niveau de chaque île. Et puis, dans les villages, on a les comités locaux. Donc, dans tous les villages, on a, tous les villages, on a des volontaires, mais on a environ 210 comités locaux, c'est-à-dire c'est 210 villages qu'on a des comités locaux. Pour le fonctionnement de la mise en œuvre des activités, c'est des volontaires communautaires. Donc, on a environ 12 000 volontaires qui sont dispersés au niveau de 3 îles. Donc, pour parler de la santé communautaire, je voudrais vous dire que c'est une notion très récente dans notre politique
au niveau du ministère de la Santé parce que avant, il y avait les programmes nationaux comme le programme de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre le VIH-Sida. Donc, chaque programme avait des agents de santé communautaire qu'ils payaient pour ces activités de terrain et si l'argent finit, puis là, il n'y avait pas d'argent. Donc, c'est en 2013 que l'UNICEF est venu voir le Croissant-Rouge pour aider le gouvernement à installer des agents de santé communautaire dans les villages, c'est-à-dire en suivant le modèle volontaire du Croissant-Rouge comorien. Donc, et c'est en 2017 que le ministère a enfin validé une stratégie de santé communautaire avec le recrutement de volontaires qui, normalement, dans tous les villages, ça dépend de la population. Il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 agents de santé communautaire dans les villages. Et ces agents de santé communautaire, 90% d'entre eux sont des volontaires du Croissant-Rouge comorien. Parce que c'est le Croissant-Rouge qui avait déjà commencé à travailler déjà depuis longtemps avec des jeunes, des moins jeunes aussi dans les villages, s'agissant des activités de mise en œuvre du Croissant-Rouge comorien. Donc, et c'est en 2019 qu'on a eu un guide de formation des formateurs d'agents de santé communautaire au niveau du ministère de la Santé, un guide dont le Croissant-Rouge a donné le modèle, parce que c'est au niveau de la fédération qu'on a des documents d'agents de santé communautaire. Donc, le ministère s'est appuyé sur nos documents. Prochain. Donc, maintenant, je vous parle aussi du Croissant-Rouge comorien. Donc, le Croissant-Rouge comorien et la santé communautaire. Donc, le Croissant-Rouge comorien, c'est le premier acteur, grâce à ces milliers de volontaires dans tous les villages. Aussi, on a commencé à travailler avec la Croix-Rouge française depuis l'année 2000 et grâce à la mise en œuvre de ces projets, dont une très grande partie était ancrée au milieu communautaire, c'est-à-dire les volontaires du Croissant-Rouge faisaient de la sensibilisation, s'organisaient dans les villages pour faire de la sensibilisation. Donc, à travers ces projets mis en œuvre avec la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien a pu développer un grand réseau de volontaires et d'activités de santé communautaire. Donc, les volontaires du Croissant-Rouge comorien sont des gens qui vivent directement dans les communautés, donc ils sont les premiers acteurs de la santé communautaire. Donc, et grâce à la Fédération internationale du mouvement de la Croix-Rouge, on a eu des outils comme EVC, évaluation de vulnérabilité des capacités, le PSSBC, premier secours en santé secours et santé à base communautaire, et aussi les CV, c'est-à-dire la lutte contre le document de lutte contre les épidémies par les volontaires. Donc, à partir de 2019, le Croissant-Rouge comorien a adopté ces outils, et ce sont des outils qui ont permis de régulariser, ont permis de renforcer l'activité communautaire en faisant des diagnostics communautaires et puis après en travaillant directement avec la population qui est justement au centre des actions communautaires. En 2020, donc avec la pandémie Covid, le Croissant-Rouge comorien a mis en place aussi des comités de gestion communautaire. Donc ces comités servaient directement de relais. C'est-à-dire la différence entre les bureaux du Croissant-Rouge ou les organisations du Croissant-Rouge dans les villages, c'est que ces organisations, c'était des volontaires du Croissant-Rouge, alors que les comités de gestion communautaire, c'est la population, c'est-à-dire les chefs, les notables, les représentants des associations féminines, les jeunes, les universitaires, etc. C'est ce groupe de personnes qui, normalement, on organisait pour que on ait dans le village un soutien et qui servait directement de relais
qui servait directement de relais pour toutes les actions et qui facilitait toutes les actions s'il s'agit, par exemple, lorsqu'on fait des distributions, lorsqu'on a des activités pour gérer les conflits. Donc, ce sont ces organisations, ces comités de gestion qui facilitaient la mise en œuvre, qui nous facilitaient l'entrée et la mise en œuvre des activités dans le village. Donc, le Croissant Rouge comorien a mis aussi en place des brigades d'intervention, c'est-à-dire au niveau de chaque région. On a un groupe de volontaires avec un chef et les actions, c'est eux qui faisaient directement les actions concernant le Covid, comme les sensibilisations, les enterrements dignes et sécurisés, qui faisaient les désinfections s'il y a des cas de Covid dans les villages. Diapo. Donc maintenant, puisque nous allons parler de la vaccination, donc c'est juste pour illustrer un peu la pandémie dans notre pays. Actuellement, on a 3934 cas. Donc actuellement, on a entre 2 et 10. Donc en moyenne, c'est 5 personnes, 5 cas par jour. Donc on a 3765 cas qui sont guéris. On a 146 décès, 146 décès. Donc, ça fait un moment, on a 3 mois dont on n'a pas de décès. Donc, les cas actifs actuellement, c'est 23 personnes qui sont suivies directement à leur domicile. Donc, la vaccination, donc, vous savez, avec le Sinopharm, ici le vaccin, le premier vaccin qu'on a eu aux Comores, donc on a eu 100 000 doses. Donc avec ces 100 000 doses, le gouvernement a préféré, avec le ministère de la Santé, choisir des cibles. Et les premières cibles, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le cadre de la lutte, les personnes de la santé qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le Covid. Donc il y a les volontaires du Croissant Rouge parce qu'ils sont considérés comme aussi les acteurs en première ligne dans cette lutte. Donc, il y a les militaires, il y a les enseignants, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité. Donc, la première campagne de vaccination a commencé le 12 avril 2021. Donc, lorsque les vaccins sont arrivés, le gouvernement n'a pas pris le temps, mais directement sans vraiment une bonne préparation des communautés, alors qu'à cette période, il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient et surtout, ici aux Comores, on a une forte diaspora. Donc, la diaspora, les gens qui se trouvent en France, qui se trouvent ailleurs, téléphoner directement au niveau des familles pour leur dire attention au vaccin, attention au vaccin. Heureusement, lorsqu'on a eu le Sinopharm, il y avait l'AstraZeneca qui était normalement le vaccin on devrait commencer par ça, mais vu qu'il y avait trop de rumeurs sur ce vaccin, donc avec le Sinopharm, c'est-à-dire ça a passé, difficilement, mais ça a passé. On devrait retourner, s'il vous plaît, sur l'autre diapo. Normalement, on devrait faire une enquête avant de réaliser le vaccin pour pouvoir asseoir une bonne sensibilisation de la population, mais ça n'a pas été fait. C'est-à-dire vraiment, on a lancé dans la hâte la vaccination. Donc, il y avait beaucoup de réticence, beaucoup de méfiance. Donc, au niveau de Trois-Îles, il y avait des spécificités. Parce que ici à Moélie, c'est-à-dire à Moélie, pardon, la petite île, c'est là où les gens ont accepté de vacciner facilement. Tout simplement parce que la deuxième vague a vraiment, a vraiment entraîné des problèmes ici à Moélie. Il y a beaucoup de morts au niveau de l'île. L'île est petite, donc par jour, on avait une dizaine de morts. Ça a fait que la population avait peur. Dès que le vaccin est venu, la population moélienne de la petite île a accepté de vacciner tout de suite. Au niveau de la grande île Angazija, il y avait cette réticence par rapport aux diasporas qui téléphonaient pour ne pas faire le vaccin. Au niveau de l'île d'Anjouan, la population avait catégoriquement refusé parce qu'il y avait aussi d'autres problèmes politiques à l'intérieur.
Et là aussi, le gouvernement, le ministère de la Santé n'avait pas pris le temps pour expliquer aux gens. Vous voyez, même le personnel médical dans les hôpitaux, les médecins, on n'a pas pris le temps pour leur parler du vaccin, des conséquences, etc., mais on a lancé tout de suite la vaccination. Donc, c'est là où on s'est heurté avec beaucoup de réticence. Et en juin, le ministère, et en Gazidia aussi, le ministère était obligé de se rapprocher du Croissant-Rouge pour qu'on puisse utiliser nos volontaires dans la sensibilisation porte-à-porte, etc., etc. Diapo. Donc, au niveau de la deuxième dose, c'est-à-dire deuxième campagne de vaccination qui a débuté. Donc, il y avait aussi beaucoup d'hésitation. Donc, on a organisé des campagnes de sensibilisation, des caravanes de sensibilisation. Les volontaires du Croissant-Rouge ont encore fait des porte-à-porte parce qu'il y avait des gens qui ont accepté de faire le premier dose, mais qui refusent de faire le deuxième dose. Donc, c'est là que nos volontaires communautaires ont fait un grand travail de sensibilisation, ont fait des caravanes, sont entrés dans les maisons pour expliquer les gens. Et que enfin, les gens ont accepté de vacciner, mais pas à 100%. Donc, on a eu un personnel de santé qui a accepté de vacciner à 85%. Les volontaires du Croissant-Rouge, c'était à 84% qui sont vaccinés. Donc, les militaires, 87%, les enseignants, 95%, et les personnes âgées et les personnes avec comorbidité, 93%. Diapo. Donc là, actuellement, on est dans la préparation de la prochaine vaccination qui est prévue le 14 juillet. Donc maintenant, actuellement, le gouvernement a vu que ce travail communautaire qu'on a fait, que le Croissant-Rouge a fait, ses volontaires, et qui a pu avancer les premières campagnes de sensibilisation, donc sont venus directement vers le Croissant-Rouge pour que on puisse travailler déjà, et le Croissant-Rouge a lancé, certainement avec le financement de l'UNICEF, a lancé d'abord une enquête pour pouvoir comprendre et pouvoir aussi organiser la sensibilisation de la troisième campagne. Donc, pour vous dire que, pour finir, parce que c'est la dernière diapo, c'est pour finir, c'est juste pour vous dire que le ministère de la Santé, au début, lorsque en 2017-2018 a lancé le travail communautaire avec les agents de santé communautaires, ne voulait pas entendre parler de volontaires. Alors on l'a expliqué que d'abord, ces agents de santé communautaire, à 90%, ce sont des volontaires du Croissant-Rouge comorien, des volontaires qui sont formés depuis longtemps, qui ont de l'expérience depuis longtemps dans le travail communautaire. Mais actuellement, ils ont compris que lorsqu'on parle d'agents de santé communautaire, c'est comme si la personne s'attend à une rémunération par mois. Alors que nos volontaires, ce sont des gens qui vivent directement dans la communauté, qui aident déjà les communautés dans tout ce qui est amélioration de la santé au niveau communautaire, nos participations communautaires. Et actuellement, avec la COVID, c'est maintenant qu'ils ont compris que le Croissant-Rouge, comme les volontaires, sont liés à un idéal, au mouvement. Donc, s'il y a des moyens, c'est bon. S'il n'y a pas de moyens, on peut travailler. Donc, c'est pourquoi actuellement, ils ne parlent même pas d'agents de santé communautaire, ils parlent de volontaires du Croissant-Rouge comorien. Donc, nous, pour pouvoir renforcer notre travail dans les communautés, on est en train, parce que c'est pas encore fini, on est en train de monter dans chaque village un comité de gestion, qui va aussi nous faciliter notre travail dans la communauté, parce que ce sont les autorités et les personnes influentes dans le village qui constituent ces comités de gestion. Juste pour terminer un exemple, donc on avait eu une femme qui est volontaire du Croissant-Rouge comorien qui a fait le Covid, et puis qui a parlé aux médias que, attention, il faut faire attention, il faut croire à la maladie parce que la maladie est là. Et là, la personne était dans son lit d'hôpital.
qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est passé. Donc, tout de suite après, son village a réagi, ils l'ont refusé de toute participation, de toute activité au niveau du village. Donc, et ça a conduit à des interventions des comités de gestion des villages à côté pour pouvoir retourner, pour que le volontaire soit accepté par sa communauté, parce que la communauté avait pensé que le volontaire, ce qu'a dit le volontaire, c'est la honte pour leur village, parce que le volontaire a dit qu'il y a le corona dans son village. Pour vous dire que c'est important, ici, on ne peut rien faire, La santé ne peut pas évoluer sans que la santé communautaire soit aussi prise en considération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette intervention très riche et surtout ce que vous avez souligné sur l'importance de la médiation au niveau communautaire pour la mise en œuvre, mais aussi la préparation des campagnes dont vous nous avez parlé. Et vous avez aussi souligné, bien sûr, l'aspect, le défi de la motivation de ces volontaires. Donc, dans un souci de temps, sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Chiarella Materne, qui est anthropologue rattachée à l'Institut Pasteur de Madagascar et qui est responsable du service santé et sciences sociales d'une équipe au niveau de l'Institut Pasteur et qui va nous parler de l'impact de la crise sanitaire plus en milieu, cette fois-ci, santé publique pour contraster, et le maintien des soins en milieu carcéral dans 2 domaines spécifiques. Je te passe la parole, Kia. Merci Amber et merci à toute l'équipe de me donner l'opportunité de participer à ce colloque. J'aurais évidemment préféré être en présentiel, mais voilà, les choses étant ce qu'elles sont, je suis dans ma chambre à Tana pour faire cette communication. Donc, je vais vous parler ici donc d'une étude qu'on a réalisée sur l'impact de la pandémie sur le maintien des soins pour les personnes détenues atteintes de VIH et de tuberculose Antananarive. Donc voilà, une photo d'un terrain. À la slide suivante, donc on peut voir le montage en fait du projet. Donc ce projet que je vous présente aujourd'hui fait partie d'un projet plus global qui est financé par Expertise France et qui s'appelle le projet MIARN, qui a une durée de 3 ans en fait, dont l'objectif est l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose ou du VIH en milieu carcéral. Donc on est plusieurs partenaires sur le projet, dont l'Institut Pasteur qui mène 2 études, une recherche opérationnelle et une recherche anthropologique à laquelle s'est greffée donc l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle COVID-EP, grâce à une extension des financements dus à la pandémie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'objectif de l'étude, c'est de documenter les différents impacts des mesures de prévention de la COVID sur la continuité des soins pour les personnes détenues atteintes de tuberculose et vivant avec le VIH. Pour ça, donc pour la collecte de données, on a réalisé des entretiens semi-directifs par téléphone, au vu du contexte sanitaire et du confinement de la région de l'Anna-la-Mangue pendant de longs mois. Donc, on a réalisé 26 entretiens semi-directifs par téléphone avec des agents pénitentiaires qui étaient en charge de la santé des personnes détenues dans 4 établissements de Madagascar. Et pour l'analyse de données, on a fait une analyse classique, thématique et une analyse de contenu. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, mes collègues l'ont déjà rappelé suffisamment au niveau du contexte et des faits saillants liés à la COVID. Vous avez une frise chronologique qui reprend un peu les différents éléments majeurs pour la première vague, parce que les résultats dont je vais vous parler maintenant concernent uniquement la première vague qui a eu lieu à Madagascar entre le mois de mars et le mois de juillet 2020. On a eu une seconde vague qui est venue frapper l'île à partir du mois de janvier 2021. Mais donc, à ce moment-là, donc au moment de la première vague, il y a eu un état d'urgence qui a été imposé à l'ensemble de l'île, mais aussi à tous les établissements pénitentiaires.
qui a conduit à une suspension des visites, non seulement des visites familiales, mais aussi des visites des organisations de la société civile et de toutes les activités, en fait, au sein des établissements pénitentiaires. Donc, tous les nouveaux entrants au niveau des établissements ont été isolés avec un test qui a été fait, mais uniquement dans 2 établissements. Pendant l'épidémie, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu pas mal de dons et d'appuis en santé qui ont été faits au niveau des établissements pénitentiaires, des dons en masques, en savon, en points d'eau, etc. Mais bon, globalement, la capacité d'accueil, donc la population carcérale, a largement dépassé la capacité d'accueil, bon, déjà en temps normal, avec 2 à 3 fois plus d'individus par établissement carcéraux. Donc, ça pose vraiment la question de la surpopulation avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé des personnes détenues. Et au niveau de la Covid, il y a une incidence, bien sûr, au niveau des établissements, mais c'est une incidence qui est peu connue parce qu'il y a eu peu de dépistage et qu'il y a eu aussi tout un tas de difficultés liées à l'impossibilité de respecter les mesures de prévention, comme on peut l'imaginer en milieu carcéral. Slide suivante. Donc, je vais en arriver directement aux résultats. Donc, à la slide suivante, vous pouvez voir une infographie qui a été faite par notamment Frédéric Lemarcy dans un MOOC. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment la thématique de la santé en milieu carcéral, donc ce sont des chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui ont développé un MOOC. Donc voilà, simplement cette infographie démontre en fait à quel point les établissements pénitentiaires à la fois ont été oubliés pendant la pandémie, mais à la fois ce sont vraiment des bombes à retardement puisque ça peut avoir vraiment une influence sur la population générale avec toutes les épidémies qui peuvent se produire au niveau des populations carcérales. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, premier résultat, qui est un résultat majeur de l'étude Miarn d'abord, mais effectivement qui a eu un impact prononcé pour les personnes vivant avec le VIH et les personnes détenues atteintes de tuberculose, puisqu'on sait que l'alimentation est vraiment un facteur de réussite thérapeutique pour les 2 maladies. Donc, de manière générale, les voies d'accès à l'alimentation pour les personnes détenues, c'est d'abord la diète carcérale, qui est composée d'une portion de manioc, de temps en temps de riz, donc c'est un régime alimentaire qui est doté par l'État. Ensuite, les organisations de la société civile aussi ont organisé des compléments alimentaires pour les personnes détenues et la famille, en fait, représente le principal pourvoyeur d'alimentation pour les personnes détenues. Donc ça, c'était vraiment un résultat majeur qui est ressorti pendant l'étude Miarn. Malheureusement, pendant le Covid, les visites ont été arrêtées pendant toute la période de l'état d'urgence, donc de mars à juillet. Mais connaissant vraiment cette problématique de l'importance des paniers famille dans l'alimentation des personnes détenues, l'administration pénitentiaire a décidé de maintenir quand même le panier familial. Mais par contre, il y a eu suspension des transports en commun, donc les familles ne pouvaient plus venir en transport en commun. En plus, il y a eu une réduction du pouvoir d'achat pendant l'épidémie, bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, il y a certaines personnes détenues qui ont demandé un transfert vers des établissements qui sont plus proches de leur famille pour pouvoir continuer à bénéficier de cet appui alimentaire. En conséquence de ça, donc, il y a eu une augmentation sévère de la malnutrition dans les établissements pénitentiaires. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, un deuxième résultat majeur de l'enquête, ça a été le fait qu'en fait, évidemment, cette épidémie est venue renforcer le sentiment de vulnérabilité. Et donc, toute la question des dimensions psychosociales, après avoir parlé de l'alimentation, c'est vraiment cette dimension psychosociale, puisque les visites familiales représentent, en plus d'être le principal pourvoyeur d'alimentation, c'est aussi un soutien psychologique et un soutien pour des personnes qui sont vraiment en perte de sens dans les établissements pénitentiaires. Et en plus, il y a, par exemple, Humanité et Inclusion, tout un tas aussi d'autres organisations de la société civile qui prévoient des activités de soutien qui ont dû être suspendues pendant l'épidémie. En plus de ça, les personnes détenues ont noté qu'en fait, les liens de causalité et de transmission des maladies, pour elles, c'était très compliqué parce que c'était leur propre corps plus le contexte dans lequel ils évoluent, donc un contexte de promiscuité, de manque de soins, etc., qui sont en fait la source de maladies, ce qui est une vraie source de découragement pour les personnes en milieu carcéral, puisque c'est difficile du coup de se distancier des causalités de la maladie. Ensuite, merci. Ensuite, c'était très difficile de se prévenir contre la Covid en milieu carcéral, même si on a doté les personnes de masques
ça a renforcé ce sentiment vraiment d'enfermement, puisqu'on est déjà dans un espace contraint, de porter en plus un masque, c'était compliqué. Impossibilité de respecter la distanciation sociale, d'isoler les personnes suspectes avec toutes les difficultés que ça peut entraîner de trouver des locaux pour pouvoir les isoler. En plus, l'accès à l'eau était compliqué. Tout ça, ça a renforcé la méfiance entre co-détenus avec les nouveaux entrants, notamment, qui pourraient potentiellement être porteurs du virus, et entre les co-détenus et les agents, puisque les agents rentrent et sortent et peuvent éventuellement amener le virus en milieu fermé. Donc, ce sentiment de vulnérabilité, il est ressorti à travers l'utilisation par les agents pénitentiaires de mots comme tristesse, inquiétude, frustration, manque, dépression. Tout ça, ça a conduit à d'énormes tensions et à des menaces aussi de mutinerie et d'évasion au niveau des établissements. Suivante, s'il vous plaît. Troisième résultat de cette étude, c'était la difficulté, bien sûr, qui ont été rencontrées pendant les agents pénitentiaires en charge de la santé pour les personnes, pour les PV-VIH et puis pour les TB, avec une charge de travail qui augmente, mais un temps qui est alloué qui diminue, puisqu'en fait, les agents pénitentiaires ont été soumis aux contraintes de confinement et de suspension des transports, avec une diminution du coup du créneau horaire pour pouvoir se déplacer. Et donc, on a fait face en milieu carcéral à une implication renforcée des personnes non qualifiées pour la prise de soins, donc en temps normal. De la même manière qu'en milieu communautaire, il y a les agents communautaires qui sont des personnels non qualifiés qui pallient en fait au dysfonctionnement d'un système de santé qui est en manque de ressources humaines pour pouvoir faire face. Ici, c'est la même chose en milieu carcéral. On a aussi des agents communautaires. Bon, ce ne sont pas des agents communautaires officiellement, mais ce sont des co-détenus qui, en fait, dans une vie antérieure, quand ils étaient en milieu ouvert, étaient éventuellement prestataires de soins ou non, qui ont été formés sur le tas et qui donc se voient dotés de responsabilités. L'étalement des lames aussi pour la tuberculose. Donc voilà, tout un tas d'activités en lien avec le suivi, la prise en charge des PV-VIH et des TB. Donc il y a vraiment eu une implication renforcée pour pouvoir pallier le manque du coup de personnel de santé pendant l'épidémie. Il y a eu un ralentissement de l'activité des tribunaux avec une augmentation du coup de la population carcérale, ce qui a augmenté le travail pour les agents pénitentiaires, et une augmentation des demandes de consultation également, puisque ayant ce sentiment de vulnérabilité, les personnes détenues ont beaucoup plus facilement voulu avoir recours à l'infirmerie dès qu'il y avait des symptômes évocateurs de la Covid, voilà, donc, ce qui a augmenté leur charge de travail. Donc, plus précisément, en termes de PV-VIH et de personnes atteintes de tuberculose en milieu carcéral, donc il y a eu ce renforcement dont je viens de parler, du rôle des personnes non qualifiées, qui ont aussi joué ce lien ce rôle de soutien psychologique, psychosocial, ce rôle aussi d'encouragement à l'observance des traitements. Concernant le dépistage, pendant la première vague, il n'y a pas eu en fait de dépistage pour le VIH et un ralentissement du dépistage pour la tuberculose. Et les personnels soignants ont trouvé des stratégies pour pouvoir maintenir l'envoi des échantillons des crachats tuberculose au centre de diagnostic et de traitement de rattachement de l'établissement pénitentiaire. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement des ARV au niveau national qui ont été déplorées, mais au niveau des établissements pénitentiaires, en fait, d'après les agents pénitentiaires, il n'y a pas eu ce problème-là, donc ça c'est déjà quelque chose de positif. Ils ont réussi à maintenir le flux d'intrants au niveau des établissements. Il y a eu un impact probable sur la rechute des patients TB sous traitement, dû notamment à ce manque d'alimentation et une interruption des sensibilisations et de toute activité de prise en charge psychosociale, alors même que ça fait réellement partie en fait du protocole de prise en charge du VIH, des personnes vivant avec le VIH à maladie. Ça va être suivant. Voilà. Donc en conclusion, rapidement, 3 petites conclusions. Donc, les contraintes qui sont exercées de manière générale en fait sur les milieux carcéraux ont été renforcées pendant l'épidémie, notamment en termes de production de soins, comme on a pu le voir avec les personnels non qualifiés qui rentrent vraiment dans la danse des soins pour les personnes détenues. Une des conclusions majeures aussi de l'étude, ça a été de dire qu'en fait, il est essentiel en période épidémique en fait de maintenir le soutien des familles
et de maintenir l'acheminement des paniers repas au niveau des maisons carcérales. C'est vraiment une question de survie finalement pour les personnes détenues. Et enfin, l'importance de penser la prison comme un objet légitime des sciences sociales, parce que c'est vrai qu'il existe pas mal d'études en épidémiologie ou en santé, mais assez peu sur tous les enjeux, les enjeux de pouvoir, mais aussi les difficultés d'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose en milieu carcéral. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et voilà, je suis tout à fait disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chiarella, pour cette présentation très claire et un peu effrayante sur la situation en milieu carcéral et donc sur l'impact de la crise et Covid sur le maintien des soins. On voit vraiment dans vos deux présentations là qui viennent de passer l'importance du rôle des HAC ou bien des représentants dont tu nous as parlé en milieu carcéral. Et la place centrale donc de la perception des maladies, du vécu aussi des maladies et de la crainte des maladies ou la crainte de la vaccination, et donc du rôle central de cette médiation. Je ne vais pas m'attarder, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Dolores Pourrette, anthropologue de la santé. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous et bonjour Chiarella. Merci pour ta présentation très très intéressante et très riche. Alors je voudrais te demander par rapport à vos résultats qui montrent quand même des besoins concrets, est-ce que vous avez pu adresser ces résultats vers les autorités ou vers des associations en lien avec l'humanitaire pour pouvoir prendre en compte ces situations et faire des recommandations concrètes? Voilà, c'est ma question. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre tout de suite. Oui, tout à fait. Oui. Donc, merci Dolores pour ta question. Donc, je vais faire un pont entre ta présentation et la mienne de tout à l'heure, puisque, en fait, on avait imaginé cette étude, au départ, on l'avait designée avec un volet transfert de connaissances. Donc, on a eu, pas plus tard qu'il y a 10 jours, un atelier avec tous les acteurs de la lutte contre le VIH et la tuberculose en milieu carcéral, donc notamment avec les collègues du ministère de la Justice, du ministère de la Santé. Et au cours, en fait, de ces ateliers de restitution, on travaille sur des recommandations. Et ces recommandations sont directement votées, en fait, en fonction de leur niveau de pertinence, de faisabilité, et puis en fonction des ressources aussi disponibles. Et sont identifiés directement les acteurs aussi de mise en œuvre des recommandations. Donc, pour te donner un bête exemple concret, au cours de cette réunion, justement, d'il y a 10 jours, on a fait part, en fait, du manque d'aliments pour les personnes vivant avec la tuberculose et du coup de l'échec thérapeutique que ça peut conduire. Directement, le ministère de la Santé, avec le responsable du programme de lutte contre la tuberculose, ont noté et ont dit, voilà, à partir de la semaine prochaine, on va en faire une priorité. Donc, ce transfert de connaissances qui a lieu en direct avec tous les acteurs de la mise en œuvre s'est révélé, pour cette fois-ci en tout cas, tout à fait efficace, et on espère bien que nos recommandations vont être mises en œuvre par nos différents collègues. Et notre rôle en tant que chercheur, c'est aussi de les accompagner pour voir comment mettre en œuvre de manière le plus efficiente possible. Merci beaucoup pour cette précision et plutôt des bonnes nouvelles, donc tant mieux. Donc on va, à moins qu'il y ait une autre remarque, on va clore cette session sur la santé communautaire. Et je remercie vivement tous les intervenants et aussi Alessia qui était avec nous pour modérer cette séance. Donc vraiment, ce qui était intéressant, c'est que vous avez mis je vais être très bref, mis en évidence donc des défis en termes de motivation, transformation, mais aussi d'acceptation, d'ambivalence du rôle des AC, le fait qu'ils multitâchent, et aussi des défis spécifiquement liés à cette crise.
Et vous avez aussi souligné des solutions. Donc, ce que vous venez de nous évoquer, Chiarella, avec le transfert de connaissances et on l'espère la mise en place d'actions adaptées, mais aussi l'implication, par exemple, d'autres leaders et représentants à travers l'approche participative 3A dont nous a parlé Jean-Claude avec l'association ASSOS, ou bien encore la mobilisation de comités de gestion de villages voisins pour intervenir aux besoins dont nous a parlé Daniel Ali Soumaili. Donc c'est vraiment des approches très concrètes où on voit l'importance de prise en compte de la situation concrète sur le terrain et de l'analyse de cette situation par les acteurs directement sur le terrain pour pouvoir mettre en place une action adaptée et efficace. Je vais finir sur ces mots. Un grand merci. Oui, Alessia, tu es... Je voulais juste dire un mot juste parce que je ne pourrais pas malheureusement participer au reste des travaux. J'aurais souhaité, il me semble que ces 4 interventions, comme Amber vient de le dire, interrogent aussi peut-être la fondation, parce que on a bien vu le rôle très fort des administrations, que ce soit l'administration sanitaire ou pénitentiaire dans les derniers exemples, et que donc la fondation qui a comme raison d'être la liaison entre la production de savoir sur l'humanitaire et les actions de l'humanitaire pourrait aussi se poser la question de comment on sensibilise et on informe aussi les administrations publiques, parce qu'on a vu qu'une composante très forte, c'est la confiance, et parfois il y a de la méconnaissance qui empêche cette confiance. Donc peut-être qu'il faudrait aussi qu'à la Fondation, on se pose cette question de comment on est encore plus proche de l'autre côté, pas seulement des acteurs de l'humanitaire, mais aussi des pouvoirs publics. Voilà, ça a été dit, mais il me semble que c'est très, très frappant en écoutant les 4 merveilleuses interventions de ce matin. Merci. Merci beaucoup, Alessia. On va, comme on est un petit peu en retard, en fait, je vous remercie tous les panélistes à distance. Merci beaucoup. Merci à Amber et à Alessia. Et voilà, on va clore cette table ronde. On va recommencer à 9. Attendez, parce que je suis entre les 2 heures. 11h37. Je regarde les responsables de la table ronde suivante. Eric, 45. Donc voilà, pour vous permettre, vous qui êtes à distance, de faire 5 minutes de pause. On reprend exactement à 11h45, heure de la Réunion, et 9h45, heure de Paris. Merci.